Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Je le disais, c'est un Sénégal héroïque qui a privé l'Algérie d'un titre de champion d'Afrique des locaux. Un premier sacre continental pour les lions locaux de la Teranga après celui presque jour pour jour il y a un an à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Pour donc la bande à Sadio Mané, nous allons faire le bilan de cette compétition avec notre invité. Il s'agit du journaliste sportif Anas Bakhar de Foot Mercato. Avec Anas, nous parlerons également de la Coupe du Monde des clubs qui se tient actuellement au Maroc et dont les demi-finales commencent demain. Bonjour à vous Anas Bakhar et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar et merci encore de l'invitation. Alors, j'imagine que vous avez suivi avec émotion cette finale qui a rappelé celle de l'année dernière, d'ailleurs presque jour pour jour. Nous sommes le 6 février aujourd'hui, la finale Sénégal-Égypte c'était le 6 février l'année dernière. Alors, vous avez suivi ce match entre l'Algérie et le Sénégal, victoire du Sénégal au tir au but. Que retenir de ce match, mais aussi que retenir de ce championnat d'Afrique? Ce qu'il faut retenir de ce championnat, c'est d'abord de voir que l'Algérie a donné un second souffle à ce championnat d'Afrique des Nations parce qu'on a vu que les moyens ont été mis pour accueillir ces 16 nations qui ont participé, en tout cas 15 nations qui ont participé à ce championnat d'Afrique des Nations. On a vu notamment la finale et déjà le match d'ouverture qui avait été fait au stade de Nelson Mandela, qui avait été inauguré pour l'occasion. Un stade vraiment, un très très grand stade pour cette compétition. Donc ça prouve aussi l'importance qu'on commence à donner à cette compétition au fil des années. Et c'est vrai que cette finale était très très belle à voir, très belle à vivre. Je pense que ce soit du côté des Algériens ou du côté des Sénégalais, ça a été un match avec beaucoup de suspense, beaucoup d'émotion. Et pour les Sénégalais, c'est une sorte de revanche par rapport à la finale de la CAN 2019 qui avait été remportée par les Fennecs en Égypte. Donc c'est vrai que il y a eu vraiment toute une histoire autour de cette finale-là. Et l'histoire est belle à la fin parce que c'est quand même la même sélection qui a remporté la CAN l'année dernière avec les joueurs venant d'Europe notamment. Et cette fois-ci, ce sont les joueurs du championnat sénégalais qui brillent en terre algérienne. Des joueurs donc du championnat sénégalais qui brillent en terre algérienne, des joueurs qui ont eu droit hier à un accueil populaire au Sénégal. Ils ont été reçus par le président sénégalais Macky Sall. Alors, restons toujours sur le plan footballistique. Vous avez regardé cette compétition, Anas, vous l'avez suivie. En termes de niveau et de qualité de jeu, qu'est-ce qu'on aurait à retenir? C'est vrai qu'il ne faut pas avoir les mêmes attentes et les mêmes ambitions que la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations abrite des joueurs de haut standing, de prestige. Parce qu'on a des joueurs qui viennent, qui jouent en Europe, qui évoluent d'ailleurs toujours dans les meilleurs clubs d'Europe. Je pense à Mohamed Salah, je pense à Sadio Mané, Achraf Hakimi, Riyad Mahrez, des joueurs qui vraiment connaissent le haut niveau. Et par contre, quand on vient dans ce championnat d'Afrique des Nations, je pense qu'il n'y a pas cette question-là vraiment de différence de niveau entre la CHAN et le CAN. C'est vrai d'abord on se dit justement que c'est enfin une sélection qui représente le football national parce que ce sont que les joueurs locaux qui représentent les sélections respectives. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire peut-être comme erreur, c'est se dire que la sélection représente vraiment le niveau du championnat parce que on l'a peut-être vu justement, le Maroc avait gagné les 2 dernières éditions avant celle-ci remportée par les Lions du Sénégal, mais il y a eu parfois quelques surprises ou même quelques déceptions. On parle notamment, on peut parler, je pense, du championnat congolais, de la République démocratique du Congo, qui a un des meilleurs championnats d'Afrique, mais pourtant ne performe pas vraiment dans cette compétition, même s'ils avaient déjà remporté cette compétition il y a quelques années. Et de l'autre côté, il y a au contraire des sélections qui ont des championnats qui ne performent pas vraiment à l'échelle continentale, que ça soit du côté de la Ligue des champions de la CAF ou de la Coupe de la Confédération, mais qui quand même réalisent des parcours intéressants. Ça n'a pas été cette fois-ci le cas du Mali qui a déjà connu le dernier carré et la finale à quelques reprises, mais on a eu aussi quelques surprises ce qui a été intéressant à suivre, comme le Niger, comme Madagascar, qui ont été accueillis quasi en héros, comme l'avaient été les Lions de l'Atlas après la demi-finale lors de la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il y a un engouement quand même autour de ces équipes-là, parce que ça représente vraiment, je veux dire, la formation, en tout cas les joueurs formés par les pays en question. Les joueurs donc qu'il faut suivre dans les années à venir. Alors, peut-être un dernier mot à propos de ce CHAN avant de passer au Mondialito qui se tient au Maroc. Pensez-vous qu'en termes
de capacité de relève par rapport aux sélections, disons A, de ce qu'on a vu, pensez-vous que cette relève est peut-être assurée pour plusieurs pays? C'est sûr que quand on voit notamment la formation du Sénégal qui a été représentée notamment par Génération Foot, par le Djambar, c'est l'Institut Djambars aussi, qui exporte de plus en plus de joueurs, notamment dans le continent européen, ça prouve aussi que la formation africaine se développe de plus en plus. Si on regarde au Maroc, qui n'a pas eu la chance de participer à cette compétition, on remarque avec l'Académie Mohamed VI de football, là aussi on a de plus en plus de jeunes joueurs qui s'exportent de l'autre côté de la Méditerranée et même on voit qu'il y a des clubs, que ce soit de première ou de seconde division. Si je prends l'exemple par exemple de la France, on commence à faire de plus en plus confiance à des joueurs venant notamment du championnat sénégalais, du championnat algérien, du championnat tunisien également. On n'oublie pas parce que c'est aussi un championnat qui est très très fort à l'échelle nationale, à l'échelle internationale pardon. Donc c'est vrai que pour le moment on se dit que la différence de niveau est toujours là entre les joueurs formés au pays et les joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les grands championnats européens. Mais quand on voit notamment les infrastructures qui sont de plus en plus mises en place, mises à disposition de ces sélections-là, comme ça avait été le cas en Algérie lors de ce CHAN, on se dit qu'il y a quand même un signe d'espoir et c'est possible de voir ces joueurs-là dans de meilleurs championnats dans les années à venir. Alors, de là, on va passer au Mondialito qui se tient au Maroc, qui a débuté il y a de cela une semaine environ. Alors, là aussi, vous avez suivi, il y a eu certes ce choc de ce week-end avec l'élimination d'entrée du WAC face aux Saoudiens d'El Hilal. Demain, on commence les demi-finales avec l'entrée en jeu du Real Madrid qui va affronter Al-Ahli d'Égypte et par la suite, et bien avant cela, ici à Tanger, Al-Hilal rencontrera les Brésiliens de Flamengo. Alors, une excellente organisation, en tout cas, saluée jusque-là. Que vous inspire justement le déroulement de ce mondialito ici au Maroc? C'est vrai que quand on reçoit le Real Madrid, on se dit forcément c'est le favori indéniable de cette compétition. Mais en vérité, quand on voit la forme récente du Real Madrid, on peut se poser des questions, on peut se dire que des surprises peuvent arriver. Ça a déjà été le cas avec l'élimination du Wydad Casablanca face à Al Hilal, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est vrai que cette compétition-là, elle permet de représenter quand même les 6 continents, 6 à 7 continents, je ne compte pas l'Antarctique bien sûr, mais 6 continents de la planète. Et l'organisation a été saluée, que ce soit par les Marocains ou ici par les observateurs étrangers, que ce soit du côté de Tanger ou du côté de Rabat. Les infrastructures ont été mises en place et ont été mises à disposition des équipes et ils l'ont très bien remarqué. Il y a eu un très bel accueil aussi de ces équipes-là et de ces joueurs-là. Il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. J'ai en tête justement une d'Al Hilal, des Saoudiens d'Al Hilal reçus par un orchestre marocain et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces images-là et ça reste dans la continuité de ce qu'a fait le Maroc lors de ces dernières années dans l'importance qu'il donne aux infrastructures consacrées au football. C'est pas la première fois que le Maroc organise la compétition puisque ça a déjà été le cas en 2012 et en 2013 et déjà à l'époque Sepp Blatter avait salué l'organisation du Royaume. Donc pour le moment ça continue, en tout cas ça se passe très très bien, ça se déroule très bien. Les 2 finales sont attendues parce que on s'attend à une finale entre guillemets Real Madrid-Flamengo, mais on sait très bien que dans le football tout est possible. On l'a vu même dans les dernières éditions. Il y a eu notamment le Corinthians qui avait battu Chelsea en finale de la Coupe du Monde du club. C'était un format un peu différent, mais justement ça avait été déjà une grosse surprise à l'époque. Et je pense qu'aussi avec les réformes qui vont venir dans les années à venir, avec les Coupes du Monde attendues à 32 équipes à partir de 2025, c'est un des souhaits du président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est vrai qu'on peut peut-être assister à un peu plus de surprises et d'avoir moins de certitude quant aux résultats. Donc ça va donner un peu plus de spectacle dans ce monde du ballon rond. Alors justement, on va revenir tout à l'heure sur cette réforme attendue de ce mondial des clubs également, mais beaucoup se posent des questions en parlant de sa manière de se dérouler actuellement. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, quand vous voyez le jeu produit par Al-Ahli, est-il convaincant à forte raison de nous pousser peut-être à projeter une sensation de cette Coupe du Monde comme l'a été le cas pour le Raja en 2014?
Comme j'aime bien le dire, tout est possible dans le football. Et si tout est possible dans le football, alors Al Ahly peut battre le Real Madrid. C'est sûr que sur le papier, cette confrontation semble un peu déséquilibrée parce que d'un côté, on a une équipe d'Al Ahly qui justement a l'habitude de jouer cette compétition, que ça soit par ses sacres finaux en Ligue des Champions de la CAF ou même par des participations comme ça l'est aujourd'hui en tant que finaliste. Mais c'est vrai que quand on voit cette équipe du Real Madrid qui est un peu en difficulté en championnat, ils sont à 8 points du FC Barcelone, avec une défaite hier sur la pelouse de Mallorca. Le Barça justement a gagné face au FC Séville de Yacine Bono et Youssef En-Nesyri. Et c'est vrai que la confrontation semble déséquilibrée, mais on ne sait jamais justement que l'ambiance aussi, parce que l'ambiance est très importante, les supporters. Et on ne sait pas justement si les Espagnols vont se déplacer en nombre, mais en tout cas, je pense que les Marocains, avec justement cette solidarité du monde arabe, peuvent se mettre derrière Al Ahly et venir faire une petite surprise face au Real Madrid. Alors, je rappelle que ce match se jouera à guichet fermé, comme d'ailleurs presque l'ensemble des matchs de cette Coupe du Monde. À voir sur le site de la FIFA, il n'y a plus de billets disponibles donc pour assister à ces rencontres. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Anas Bakhar, cette réforme de ce mondialito qui est attendue, parce que beaucoup se posent des questions. Comment se fait-il que des équipes, c'est des questions de profanes bien sûr, des équipes jouent 2 matchs avant de parvenir aux demi-finales et d'autres qui ne font leur entrée qu'au stade des demi-finales? Qu'est-ce qui explique cela et vers où se dirige-t-on par rapport à la réforme? C'est vrai que cette version de la Coupe du Monde des clubs paraît un peu injuste parce qu'on se dit que des équipes doivent passer par 3-4 matchs. Malheureusement, c'est comme ça que marche le football. Si je prends par exemple l'exemple de la Coupe de France, d'ici d'où je vous parle, il y a souvent les équipes amateurs passent par 7 ou 8 tours avant de venir affronter les équipes professionnelles. Et c'est vrai que pour le moment, justement, ces équipes-là, en tout cas comme le Real Madrid, profitent de leur prestige, profitent de leur niveau, entre guillemets, parce que les championnats sont considérés plus huppés que par exemple si on parle du championnat africain, ou si on parle du championnat des championnats africains ou bien des championnats asiatiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Quand on aura justement cette Coupe du Monde à 32 clubs, c'est dans cette volonté de venir augmenter le nombre de matchs, tout simplement, pour que ça puisse remplir les caisses de la FIFA. C'est déjà le cas avec la réforme attendue pour la Coupe du Monde 2026 où on attend 48 équipes. Finalement, ce serait ou soit abandonné, ou il y aurait justement une autre version de cette Coupe du Monde-là attendue. Et c'est vrai que oui, se dire que le Real Madrid commence en demi-finale, ça peut paraître injuste, mais en tout cas, dans les infrastructures, dans les finances, dans le financement du club, dans tout ce qui est autour du club, au-delà du sportif, même, je pense que c'est quelque chose qui donne un avantage à ces pays-là. Si on pose cette question-là aussi, on peut se demander pourquoi le continent africain n'a que 5 places en Coupe du Monde et pourquoi le continent européen en a 13. Donc ça reste un débat vraiment... ça peut être un débat très long au fil des années, mais pour cela, il faut tout simplement que le football se développe dans les championnats, ou en tout cas dans les continents où ça l'est un peu moins, ou en tout cas ça continue sur son chemin, et en espérant par exemple de voir l'Afrique arriver au niveau de l'Europe, pourquoi pas. En tout cas, on en a énormément parlé ici, surtout lors du mondial, avec cette réforme attendue donc, du mondial, à savoir le fait que les équipes africaines passeront à une dizaine, je pense 9 plus précisément, si je ne me trompe pas, Anas. Alors, pour parler toujours de ce mondial des clubs, en termes de visibilité sur le plan sportif, mais au-delà, bien sûr, vous qui êtes journaliste sportif, vous suivez les différentes compétitions, en termes de visibilité, voyez-vous que le Maroc est en train de gagner quelque chose avec cette 3e édition du Mondialito qui se tient ici? Clairement, cette compétition lui donne beaucoup de visibilité, ce qui vient en plus confirmer un peu l'importance que commence à donner la Fédération royale marocaine de football au ballon rond. Si on ajoute en plus la 4e place obtenue lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, c'est vraiment plusieurs facteurs qui viennent confirmer un peu cette politique sportive, que ça soit du côté du gouvernement, que ça soit aussi de la Fédération royale marocaine de football, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir aussi de voir ces infrastructures-là, comme les stades de Tanger, les stades de Rabat, qui font partie des meilleurs stades peut-être justement d'Afrique, et de les voir à disposition pour ces équipes-là, pour ce genre de compétition-là. Parce qu'on le rappelle, en 2012 et en 2013, ces 2 éditions avaient été organisées seulement à Marrakech. Et de là, les voir organisées du côté de Tanger et de Rabat, ce qui permet aussi de
donner visibilité, les infrastructures au-delà du sportif. On peut parler par exemple des déplacements, on ne sait jamais justement si les joueurs, même si c'est compliqué en tout cas pour les équipes de football, mais ça peut permettre aux supporters de se déplacer en train parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, il y a justement la ligne à grande vitesse entre Tanger et Rabat. Et donc, ça donne aussi cette visibilité-là de voir que le Maroc se développe non seulement dans l'infrastructure sportive, mais bien au-delà. Et ce qui est important à retenir pour le Maroc. Le Maroc, donc, qui sur le plan organisationnel et en termes d'infrastructure. On espère que cette compétition se déroulera jusqu'à sa fin et sans accroc. Et à ce propos, je rappelle que la CAF aussi statue actuellement sur l'organisation prochaine donc de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique plutôt 2025. Et aujourd'hui, le Maroc fait partie des pays les plus en vue pour peut-être recevoir cette organisation-là. Merci à vous en tout cas, Anas Bakhar. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Foot Mercato. Merci encore une fois de nous avoir entretenus sur cette double actualité du CHAN remporté par le Sénégal face à l'Algérie samedi et aussi face donc et à propos de ce mondialité qui se poursuit au Maroc avec donc dès demain le début des demi-finales. Merci beaucoup encore une fois, Anas Bakhar. Merci beaucoup Omar et très bonne journée à tous. À vous aussi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.